Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Gilles Bouetch, bonjour. Bonjour. Impatient de participer, merci d'être sur ce plateau. Vous êtes anthropobiologiste, directeur de recherche au CNRS, entre autres spécialités, celle de l'histoire coloniale, et vous co-signez Le racisme en images, on le voit derrière vous, Déconstruire ensemble, qui est sorti récemment aux éditions de La Martinière. Un ouvrage richement illustré qui décrypte des siècles de représentation du racisme. Racisme étant l'expression de l'infériorité supposée du fait de sa couleur de peau, de sa religion, de son orientation sexuelle. Comment est-ce qu'on pourrait définir une image raciste ? Alors, ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que j'ai fait avec Pascal Blanchard, donc, qui est historien, moi je suis anthropobiologiste, donc on a pu avoir des regards croisés sur ce phénomène. Alors, le racisme, c'est un phénomène évidemment très très ancien, mais ce qui est important dans l'ouvrage qu'on présente, c'est de montrer le rôle des images. Parce que les images, c'est un vecteur terrible, effectivement, de la mise en place du racisme. Alors, je vous repose la question, comment est-ce qu'on définit une image raciste ? Alors, comment on définit ? C'est une image qui va mettre l'autre en état d'infériorité. Alors, ça peut commencer avec une image humoristique. Ça peut aussi être des images beaucoup plus difficiles. Mais si vous voulez, le principe de base de l'image raciste, c'est qu'elle va placer l'autre à distance, elle va l'inférioriser, voire le rejeter dans quelque chose qui n'est pas nous, c'est-à-dire dans une sorte d'inhumanité. Est-ce qu'elles ont toujours existé ? Ces images, oui. Elles ont existé depuis longtemps. Elles ont commencé peut-être avec les croisades, quoique le rapport entre nous et l'autre n'était pas tout à fait le même. Elles ont explosé avec la découverte de l'Amérique, avec effectivement ces Indiens qui n'étaient pas humains à l'époque, pour deux raisons, parce qu'ils vivaient tout nus et qu'ils étaient cannibales. On parle de gravures dont certaines remontent au Moyen-Âge, d'illustrations, de dessins de presse, d'affiches de propagande, de campagnes électorales, plus tard de publicité, une iconographie de la hiérarchie des races, écrivez-vous. Une forme de culture visuelle qui s'est imprimée au cours des siècles dans les mémoires de chacun et qui a formé comme une espèce de millefeuille qu'il est difficile de déconstruire. Alors, c'est difficile de déconstruire, mais c'est une étape absolument indispensable dans un mieux vivre avec l'autre. Ça, c'est quelque chose de non négociable. Il faut effectivement déconstruire ces images pour s'approprier un rapport plus positif avec l'autre. Mais les images évoluent très vite. Si vous prenez par exemple Michel Leb, qui faisait des sketchs extrêmement racistes il y a 20 ans, aujourd'hui ce serait plus possible. Donc vous voyez, il y a quand même une évolution qui se fait dans le rapport qu'on a à l'image raciste ou à la blague raciste qui évolue sans cesse. Demain, il y en aura d'autres. Il ne faut pas trop se leurrer. Mais aujourd'hui, on doit déconstruire. Et surtout, ce qu'il ne faut pas, parce que c'est ce que j'ai entendu souvent, il ne faut pas détruire ces images. Il faut les garder. Vous posez cette question, est-ce qu'il faut déboulonner ces images ? Est-ce qu'il faut déboulonner les statues, les images ? Surtout pas. Il faut les expliquer, leur donner du sens et les garder en mémoire. Vous savez, le problème de la mémoire, c'est que au bout d'un moment, ça disparaît, ça s'évapore un petit peu. L'histoire est là, heureusement, pour conserver les traces. Et nous, on pense qu'effectivement, il faut conserver ces traces, expliquer. C'est un ouvrage extrêmement pédagogique qu'il faut montrer aux enfants, que les enseignants doivent utiliser. D'aucuns diraient que certaines de ces images sont terribles, voire insupportables. Je pense par exemple aux cartes postales de zoos humains. Il y a notamment une photo qui a été prise dans le Bronx, je crois, au début des années 30, où on voit voilà, un pygmée représenté avec un animal. Voilà, on le voit derrière vous. Est-ce qu'on pourrait pas penser que ça pourrait réactiver des choses que de diffuser des images comme celle-ci? Oui, mais d'un autre côté, il ne faut rien cacher. Il faut non seulement les montrer, mais les expliquer. Donner du sens, c'est évidemment ce qu'on a fait dans l'ouvrage. Et vous voyez bien dans le cas d'Otto-Benga, comment avec le singe, on l'animalise. C'est-à-dire on le rejette dans quelque chose qui n'est pas notre humanité à nous. Et c'est ce qui va se passer au cours du temps. Avec l'antisémitisme, c'était la même chose. On donnait des traits animaux aux Juifs pour montrer qu'ils n'étaient pas de la même humanité que nous. Voilà, ce que vous montrez, c'est que toute cette iconographie a permis à des stéréotypes terribles, mais qui se sont accumulés au fil du temps, là encore, de devenir des croyances, et chez certains, des convictions, et que ça a conduit au pire. Est-ce que l'image préfigure le discours ? Oui, absolument. L'image prépare en quelque sorte les esprits à des choses qui peuvent être atroces. On l'a vu avec le Troisième Reich, où effectivement le juif était animalisé
pour justement le déconstruire. Alors, il était sous forme de porc, paradoxe. Il était aussi sous forme de rat. On va le retrouver sous forme de cafard. Enfin, vous voyez, vraiment l'inhumanité totale. Et c'est l'image qui sert à faire ça. Il y a beaucoup plus de force dans ce cas-là que le discours écrit. Vous démontrez que, on le disait tout à l'heure, ces images ont fixé des choses pour longtemps. C'est vrai pour l'antisémitisme, c'est vrai pour le racisme. Il y a notamment ces jeux de foire dont vous montrez certaines images où sont représentées des personnes africaines avec des grandes bouches dans lesquelles il faut lancer des balles. Des balles. Tout à fait. Voilà, on le voit derrière vous. Tout à fait. Des images qui ont fixé les choses pour longtemps. C'est vrai aussi, il y a tout un chapitre là-dessus sur l'hypersexualisation des femmes dites orientales, par exemple. Bien sûr, ça faisait partie des fantasmes de l'Occident depuis la fin du XVIIIe siècle, avec les Mille et une nuits et tout l'orientalisme, qui effectivement ont fait penser avec le harem que les femmes orientales étaient effectivement des femmes extrêmement sensuelles et très douées dans l'art de la sexualité. Et très facile d'accès. Très facile d'accès parce que justement soumise et dominée. Et on va retrouver tout ce discours dans le discours colonial, où effectivement les femmes colonisées étaient des objets sexuels faciles pour le colonisateur. Il y a toute une propagande en images qui va dans ce sens. Et donc, encore une fois, on est quelque part les héritiers, malgré nous, encore aujourd'hui. Alors, on est effectivement les héritiers. C'est d'autant plus pour ça qu'il faut déconstruire les choses et essayer de remettre les choses en œuvre. Alors, cette image est très intéressante parce qu'effectivement, ce n'est pas du tout le Ku Klux Klan américain, c'est le Ku Klux Klan australien. Ça veut donc dire que l'idéologie raciste, par exemple, a une capacité à se déverser dans le monde de manière extrêmement rapide et puissante. Voilà, le racisme est un état-monde. D'ailleurs, cette iconographie raciste n'est pas l'apanage des Occidentaux. Vous évoquez beaucoup de choses, notamment en Asie. Japonais, oui. On le disait tout à l'heure, ce sont des images dans leur version peut-être la plus explicite, qui n'ont peut-être plus lieu d'être aujourd'hui. Toutefois, il y a des images qui posent question. Je voulais vous montrer, et ce n'est pas pour taper sur nos confrères de la presse locale, mais une qui date d'hier, qui est un journal du sud-est de la France, ici. J'espère qu'on va la voir. C'est la une de la Provence. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il s'agit d'un article en une du journal à propos d'une série à la mode en ce moment qui s'appelle Squid Game, une série par ailleurs particulièrement violente. Et le titre de cet article, c'est Le péril jeune, il faut préciser que cette série est sud-coréenne. Oui. Que penser de ce jeu de mots? Alors, le péril jeune, ça renvoie à des tas de choses, parce qu'effectivement, le racisme, entre guillemets, c'est-à-dire le rejet de l'autre, peut se faire, on ne l'a pas du tout traité dans le livre, peut se faire vis-à-vis des gros, peut se faire vis-à-vis des vieux, peut se faire vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des femmes, on l'a traité, vis-à-vis des homosexuels, etc. Et le péril jeune, parler du péril jeune, c'est quelque part... ne pas avoir confiance dans l'avenir et penser que, effectivement, le conservatisme absolu, que rien ne bouge et que même le passé juste antérieur, c'est-à-dire ce qui se passait avant, comme certains hommes dits politiques le disent, c'est pas la panacée universelle. Sachant que cette série étant sud-coréenne, on pense aussi au péril jaune, qui a été aussi, on va voir une autre une, la une d'un journal il y a quelques mois, au tout début de la pandémie de Covid-19, là encore qui a été un moment où une espèce de digues qui se sont lâchés sur des réflexions. Alerte jaune, titré Le Courrier Picard au tout début de la pandémie de Covid-19. Alors là, c'est avec le Covid, mais il y avait déjà au XXe siècle toute une idéologie appelant à lutter contre le péril jaune, c'est-à-dire des invasions de Chinois, de Coréens, etc., d'Indiens, qui pourraient venir envahir l'Europe. Mais ça, depuis Attila, c'est quelque chose qui existe toujours dans les inconscients occidentaux. Alors, l'alerte jaune, de toute façon, il y a des raisons économiques. On en parle dans le livre, il y a des raisons économiques, il y a des raisons politiques, il y a des tas de raisons qui font que le danger pourrait se trouver à l'Est. Dans le livre, on parle aussi de l'invasion noire. Parce qu'il y avait le capitaine Dandry qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait Invasion noire, où il y avait des musulmans arabes qui exhortaient des troupes musulmanes noires, africaines, à venir envahir l'Europe. Et ça, c'était en 1906. Et ça avait beaucoup marqué les esprits. Donc, vous voyez, l'Occident se sent toujours quelque part un petit peu assiégé.
Vous parlez d'invasion, donc début du XXe, l'invasion noire. Aujourd'hui, certains parlent de grand remplacement. On a encore sélectionné une autre qui a fait encore beaucoup parler, avec des bébés ici en France, voilà, qui sont dans leurs stéréotypes chacun. Ce discours a changé d'appellation, mais d'une certaine façon, on est toujours au même point. Voilà, ça fait part. Mais ça revient toujours sur la même chose, c'est-à-dire que on a essayé de construire le monde en étant le centre. Donc tout ce qui est en périphérie devient quelque chose d'inquiétant, d'angoissant, qu'il faut absolument dominer et contrôler. Et les images racistes vont un petit peu dans ce sens et rappellent qu'effectivement, il y a nous et il y a les autres. Et les autres sont, je vous dis, dans une autre humanité. Si vous prenez par exemple les caricatures des petits Africains avec des yeux en boule de loto, vous savez, où il y a l'œil qui tourne. Pourquoi est-ce qu'on faisait ça? On faisait déjà ça. Très présent dans les BD pour les enfants pendant des années. On faisait déjà ça dans les Black Masks, c'est-à-dire que l'Africain n'a pas un grand cerveau, donc il doit tourner des yeux pour essayer de bien penser. Donc vous voyez, c'est tout ce racisme-là qui est mis en place et qu'il faut vraiment déconstruire. Et je pense que cet ouvrage au niveau pédagogique, pour les écoles, sera un outil absolument indispensable. Voilà, pour finir sur une note plus positive, vous dites que précisément parce que le racisme est une construction fondée sur différentes raisons, il est déconstructible. C'est le propos du livre. Merci beaucoup Gilles Boetsch d'être venu nous le présenter ce matin. Le racisme en images, déconstruire ensemble, donc aux éditions La Martinière, un ouvrage effectivement très pédagogique que vous avez coécrit, j'ai oublié de le dire, avec Pascal Blanchard. Merci encore.